Un fournisseur peut-il encore conseiller des prix de revente à ses distributeurs aujourd'hui sans être en risque? On en parle tout de suite avec mon invité, Joseph Vogel, avocat associé au sein du cabinet Vogel et Vogel. Joseph Vogel, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, Joseph Vogel, en principe, un fournisseur est libre de communiquer ses prix de revente à ses distributeurs, des prix conseillés de revente, voire même des prix maximum imposés. Or, vous faites valoir dans différents articles que cette pratique a priori licite peut néanmoins être requalifiée en prix fixe ou minimum imposés qui sont interdits par le droit de la concurrence. Pourquoi? Alors vous avez tout à fait raison Arnaud, donc un fournisseur aujourd'hui peut conseiller des prix de revente à ses distributeurs. Bon, c'est normal puisqu'il connaît le marché, il connaît ses produits, il souhaite un positionnement prix, donc c'est tout à fait normal qu'il conseille des prix. Même chose, il peut imposer des prix maximum, là aussi c'est normal, il souhaite que ses produits ne soient pas revendus trop cher et que les consommateurs payent le juste prix, le prix de marché. Donc les prix conseillés et les prix maximum de revente sont normalement tout à fait licites. Le problème vient du fait que l'autorité de la concurrence a tendance à requalifier très facilement, trop facilement à notre goût, ces prix conseillés ou ces prix maximum en prix fixes ou minimum imposés. Donc le problème vient de la requalification d'un comportement licite en un comportement illicite en une entente verticale de prix imposés. Donc vous semblez dire, si je comprends bien, que cette requalification est anormale et excessive. Comment vous expliquez cette requalification par l'autorité? Alors, je pense qu'il y a d'abord un problème de dérive probatoire. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence a tendance à trouver très facilement des preuves de prix imposés. On peut raisonner en preuve directe ou en preuve indirecte, mais elle considère, par exemple, comme preuve directe d'une infraction de prix minimum imposé, même de simples consultations d'un juriste d'entreprise à ses clients internes, alertant sur un risque éventuel potentiel. Et elle va dire que cette consultation, alertant sur un risque, c'est la preuve de l'infraction. Oui, ça va très très loin, hein. Comment elle justifie cette Je pense interprétation? qu'il y a vraiment une volonté des autorités de lutter contre les prix imposés. Il faut savoir que en Europe, je crois que 76% des affaires de restriction verticale sont des affaires de prix imposés. Et lorsque vous recevez une notification de grief pour prix imposé, vous êtes condamné dans 88% des cas. Oui, donc il y a une volonté de lutter contre l'inflation, mais je pense que c'est vraiment une mauvaise idée parce que on confond un comportement licite, les prix recommandés, les prix maximum, et on en fait trop facilement un prix minimum imposé. Et c'est également une autre dérive probatoire réside dans un mode de preuve par cherry picking, c'est-à-dire que euh, on va saisir par exemple 2 millions de fichiers, de déclarations, d'emails. Et sur ces 2 millions, on va en sélectionner une dizaine ou une vingtaine pour dire: «Oh mais ça ressemble à un indice de prix imposé», en interprétant peut-être, un peu à charge, et les 1 999 980 autres pièces ou déclarations qui sont soit neutres ou qui disent qu'il y a pas de prix imposé, on les oublie. Oui, D'accord. avec ce mode de preuve, on peut condamner n'importe qui, hein, pour n'importe quoi. Je trouve que ça va trop loin. Ça laisse moins de liberté aux fournisseurs pour déterminer les prix. Oui, parce qu'ils se disent: «Est-ce que je peux encore conseiller des prix?» Parce que, même c'est pas de ma faute, mais de simples dérapages occasionnels de gens que je ne connais même pas peuvent conduire à une condamnation pour prix imposé. Donc ils hésitent à utiliser les prix conseillés au prix maximum, bien que ça soit très utile. Donc en fait, on restreint leur capacité d'orientation des prix sur le marché. Économiquement, je trouve que ça va trop loin. Alors, au-delà de cette pratique de requalification de l'autorité que vous vous critiquez également le test d'invitation et d'acceptation de l'autorité. C'est un test qui, à savoir, qui sur les indices d'un double test d'invitation à pratiquer des prix et d'acceptation par les distributeurs. Pourquoi vous critiquez ce test? Alors, je trouve que le test précédent,
qui était utilisé par l'autorité était beaucoup plus clair. C'était un triple test pour dire qu'il y a prix minimum imposé. On disait il faut que le fournisseur ait évoqué les prix avec ses clients, ses revendeurs. Bon, prix conseillé, ok, c'est pas interdit. Il fallait ensuite que ces prix aient été appliqués par un très grand nombre de distributeurs. C'était pas interdit non plus. Mais il fallait surtout un élément de contrainte, c'est-à-dire il fallait que le fournisseur intervienne auprès de ses distributeurs pour les forcer à appliquer les prix soi-disant conseillés. Donc on avait trois conditions qui étaient très claires. Aujourd'hui, on n'a plus que deux conditions et elles sont très floues. Donc l'invitation à pratiquer des prix et l'acceptation. Et on se contente d'indices très subjectifs. On va se contenter de dire ah mais le distributeur pensait que c'était des prix imposés. Vous voyez, D'accord. mais c'est trop subjectif. C'est trop flou pour vous. Oui. Alors, est-ce que cette pratique, elle est conforme au droit européen? Alors nous pensons qu'elle ne l'est pas. Pourquoi? Alors parce qu'en droit européen, pour qu'il y ait prix minimum imposé, d'après le règlement restriction verticale, qui est vraiment la Bible en droit européen, il faut une contrainte du fournisseur sur le distributeur. C'est marqué dans le règlement. Et il faut également une simple surveillance des prix ne suffit pas. Alors que dans la dernière décision de l'autorité, qui est l'affaire du matériel électrique, il est écrit noir sur blanc que pour eux, il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait prix imposé, qu'il y ait une contrainte, ni même une surveillance des prix. Donc là, on va beaucoup plus loin que le droit européen, ce qui n'est pas permis. D'accord. On va essayer de se projeter. Quelles sont les perspectives selon vous? Est-ce qu'il peut y avoir des améliorations? Oui, alors bon, l'autorité peut toujours améliorer sa pratique, hein, et je pense que ce qui peut conduire à cette amélioration, c'est notamment la Cour d'appel de Paris, puisque la Cour d'appel de Paris déjà avait rappelé l'autorité de la concurrence à l'ordre dans une affaire Apple il y a quelques années, en disant dans l'affaire Apple, vous avez condamné Apple pour prix imposé, alors que les conditions ne sont pas là. Donc la décision avait été réformée entièrement sur ce point. Et dans l'affaire du matériel électrique, il y a un appel en cours devant la Cour d'appel de Paris. Donc j'espère qu'on reviendra à une chose plus raisonnable. Au-delà de la jurisprudence de la Cour d'appel, est-ce qu'il peut y avoir d'autres améliorations qu'on peut attendre de l'autorité, peut-être, la pratique de l'autorité? Oui, alors peut-être sous l'empire du droit européen, peut-être que l'influence du droit européen peut également nous aider, et sous l'influence aussi des articles des économistes et des juristes qui écrivent et qui disent que l'autorité, par sa requalification, va trop loin. Tout cela peut aider à changer la pratique décisionnelle de l'autorité. Pour terminer, vous êtes plutôt optimiste quant à la solution? Toujours optimiste. Non, enfin, je suis très confiant dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris et je pense qu'on va aller vers une amélioration. On va attendre alors la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. Je vous remercie, Joseph Vogel. Je rappelle que vous êtes associé, fondateur du cabinet Vogel et Vogel. Merci. Tout de suite, on va changer de registre. On va parler fiscalité successorale avec l'éventuelle réforme du pacte Dutreil.